Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir, merci vraiment chaleureusement d'être ici aujourd'hui. Je pense qu'il faut commencer par insister sur le fait que c'est important d'être ensemble dans un contexte qui est pas toujours très simple, marqué de différentes formes d'intimidation à l'égard des études postcoloniales notamment. Intimidation de polémistes médiatiques, intimidation de responsables politiques, qui concourt à finalement un travail de désinhibition qui a des conséquences dans nos vies quotidiennes de chercheuses, de chercheurs, des écrits blasphématoires sur les réseaux, des collages racistes sur nos murs de l'université, et puis parfois des menaces qui peuvent commencer à s'apparenter à des menaces physiques. Donc on va tenter ce soir de suspendre ce vacarme injurieux et de revenir finalement à notre plaisir et à notre travail, la recherche universitaire, même si on ne peut pas ou on ne doit pas sans doute oublier ou ignorer ce contexte. Alors je vais commencer par vous présenter notre invitée ce soir, qui est Naïma Hanafi, et qui est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université d'Angers, et qui est notre collègue. Et Naïma va nous présenter une conférence intitulée « Le broutage, une cybercriminalité décoloniale », qui est une conférence issue de l'ouvrage qu'elle a publié l'année passée, il y a 2 ans, aux éditions Anarchasis. Naïma va nous parler des brouteurs, donc ces jeunes Robins des Bois ivoiriens qui arnaquent en ligne des Européens crédules au moyen de récits extrêmement subtils et performatifs, on pourrait dire, on va le voir, et qui eux-mêmes se mettent en récit d'ailleurs de manière assez subversive. Et dans ce superbe travail de Naïma, on trouve des échos intéressants, je trouve, en tant qu'historien, on trouve la trace des bandits sociaux d'Eric Hobsbawm, qui est un ouvrage qui date maintenant, mais qui est toujours un livre de chevet, et avec en particulier le concept d'économie morale, quand il devient légitime d'enfreindre la loi. On trouve des échos de Frantz Fanon, évidemment, avec les masques blancs et noirs et l'usage légitime de la violence par les dominés. Et puis on trouve des éléments autour de la réflexion sur le genre comme performance, avec ce dont Naïma va nous parler, c'est-à-dire la subversion des codes féminins et virils performés par ces brouteurs. Donc on est en plein dans l'intersectionnalité, qui est le thème du festival du mois du genre cette année. On est très heureux de pouvoir échanger avec Naïma. Et puis pour lancer la conversation, je dirais que ce que nous dit Naïma dans son travail, en tout cas moi ce que j'en ai compris, c'est que cette affaire est profondément politique, qu'elle est inscrite dans l'histoire postcoloniale des rapports de pouvoir, et que sans tenir à la surface des choses, c'est-à-dire de n'y voir que de l'escroquerie, de la délinquance, la fameuse cybercriminalité, c'est peut-être s'empêcher de comprendre ce qui se joue là, et c'est finalement se résigner à accepter ce que produit précisément le système pénal, c'est-à-dire dépolitiser les questions sociales, dépolitiser les questions raciales, dépolitiser les questions de genre. Alors je vous propose d'entrer avec Naïma dans cet univers des brouteurs par le biais de l'intime, qui, nous le savons toutes et tous, est au cœur du politique. Merci Naïma. Merci David. Alors, je ne vais pas le prendre avec les mains, sinon il va sauter dans tous les sens ce micro. Donc je vais effectivement vous parler ce soir du broutage, et surtout des brouteurs qui, depuis les années 2000, depuis la Côte d'Ivoire, inondent nos boîtes mail, surtout nos spams, d'un certain nombre d'arnaques. Et ces brouteurs ont été étudiés par 2 anthropologues, Boris Koning et Yaya Kone, qui nous permettent aujourd'hui d'en savoir un peu plus. Les brouteurs sont de jeunes hommes, parce que l'activité du broutage est exclusivement masculine, dans le sens où, dans les représentations patriarcales ivoiriennes contemporaines, la maîtrise des outils on va dire technologiques, mais aussi l'emprise, l'ascendant psychologique que nécessite l'arnaque, sont considérés finalement comme des attributs intrinsèquement masculins. Donc je ne parlerai que de brouteurs et non de brouteuses. Ces jeunes hommes ont entre 15 et 25-30 ans, et ils sont issus des milieux défavorisés de la capitale abidjanaise. Ils sont dans la plupart des cas déscolarisés, mais certains d'entre eux ont tout de même réussi à obtenir des diplômes universitaires. Ils ont en commun de faire face à un chômage massif, et ceci implique le fait qu'ils peinent à accéder au statut d'adulte, qui est fondé pour les hommes sur la capacité à entretenir une épouse et une famille.
Alors le broutage est un peu particulier parce qu'il est effectivement illégal, mais il s'insère malgré tout dans ce qu'on appelle les petits métiers du marché informel, dans lequel opèrent 90% des jeunes abidjanais, mais aussi des jeunes abidjanaises. La cybercriminalité que les brouteurs mettent en œuvre vise prioritairement pour le moment, ça pourrait changer, les populations du Nord et plus particulièrement les internautes français, ne serait-ce que par facilité linguistique. Pour vous donner un peu une idée chiffrée, on estime que chaque année, environ 20 millions d'euros sont extorqués depuis la Côte d'Ivoire, mais il est très difficile de savoir quelle est la part exacte du broutage dans l'ensemble de la cybercriminalité ivoirienne, qui peut compter une pluralité d'acteurs. Donc une somme importante, 20 millions d'euros, surtout quand on regarde les choses depuis la Côte d'Ivoire, mais qui est finalement moindre si on considère les chiffres globaux de la cybercriminalité touchant la France, où là on arrive à des montants autour de 6 milliards d'euros par an, et une cybercriminalité qui vient prioritairement des États-Unis, mais aussi d'Europe centrale, voire d'États comme la Russie ou la Chine. Donc, par l'origine géographique des expéditeurs et des destinataires, le broutage s'inscrit dans le cadre de la post-colonie qui renvoie à des contextes sociaux, politiques, économiques et culturels spécifiques que les brouteurs vont d'ailleurs mobiliser, contourner et subvertir pour parvenir à leur fin. Donc ce n'est pas tant la criminalité ou la cybercriminalité en tant que telle qui m'a intéressée, mais ce que sa version ivoirienne dit de nous, de nos liens entre donc, expéditeurs d'Afrique de l'Ouest et destinataires du Nord. Alors pour cela, j'ai mobilisé les outils des sciences sociales, et notamment le prisme intersectionnel, donc qui articule le genre, la race et la classe sociale, à la situation postcoloniale, afin de définir les contours d'une activité illégale, tout en demeurant attentive aux expériences sociales des brouteurs et à la manière dont ces expériences sociales modèlent leurs pratiques, mais aussi leurs différentes aspirations. Et je me suis penchée sur le sens donné au broutage, sur la construction aussi de la figure de brouteur par ces jeunes hommes qui ont été au cœur de mon enquête en tant que groupe social dont j'ai mesuré à la fois les contraintes et les capacités d'action. Cette approche mise en œuvre, pourtant sans grande originalité, pour les sciences sociales, heurte donc une frange de la société, tu le disais David en quelque sorte, une frange de la société plutôt rétive à l'exposé de récits qui sont jugés illégitimes parce qu'ils sont produits par des individus qui appartiennent aux marges et qui mobilisent de surcroît un cadre référentiel qui est celui de la post-colonie, encore lourd d'enjeux politiques aujourd'hui en France. Donc des articles diffamatoires ont pu être écrits pour discréditer mes recherches, des attaques plus personnelles ont aussi été lancées, se colorant au passage d'une dimension raciste. Ces attaques, menées par des militants de l'extrême droite identitaire contre les chercheurs et chercheuses s'intéressant aux questions de genre, de race, d'intersectionnalité, elles sont connues, elles sont aussi de plus en plus régulières, parce qu'elles sont aussi portées par des figures politiques de premier plan et relayées au sein même des milieux académiques. Or, le problème n'est pas scientifique, car il n'est jamais véritablement question d'entrer en débat. En tout cas, on ne me l'a jamais demandé. Mais il est bien idéologique. Il y a quelque chose de l'ordre de la réaction épidermique, presque urticante visiblement, à voir des recherches qui donnent à entendre des expériences subalternes, à regarder le monde tel qu'il est, c'est-à-dire dans ses tensions, mais aussi dans ses paradoxes, finalement à faire des rapports de pouvoir un objet d'étude. Ce qui dérange visiblement dans ces recherches, c'est que je m'intéresse aux différentes dimensions de cette cybercriminalité et donc aussi aux possibles dimensions politiques. Ce qui dérange, c'est que je place le projecteur sur les brouteurs ivoiriens et non pas uniquement sur leurs victimes françaises, ce qui m'amène à interroger les rapports sociopolitiques, les permanences, les reconfigurations d'une idéologie coloniale qui traverse encore nos existences, mais aussi nos imaginaires, que ce soit en Afrique ou en Europe. Ces réactions, finalement, indiquent que ce que je dis perturbe l'ordre du monde tel qu'il est pensé par ces personnes et que certains groupes sociaux ne mériteraient pas d'être étudiés, c'est-à-dire tout simplement considérés. Et ceci questionne finalement notre rôle de chercheurs, de chercheuses, sommés de devenir des juges, des censeurs, des écrivains ou des écrivaines d'un grand récit national. Or, la question de mon rôle, de ma posture, justement, a été au cœur de cette enquête livrée sous la forme d'un carnet de recherche qui a restitué les doutes nombreux, les écueils, les impensés aussi soudain visibles d'une chercheuse qui sort de sa discipline.
pour comprendre cette sortie de la discipline, je dois commencer par dire d'où vient en fait ce livre, puisqu'a priori, il aurait dû être écrit par une autre que moi, dans le sens où une historienne du genre et de la médecine du XVIIIe siècle, a priori, n'avait pas du tout vocation à s'intéresser à des cybercriminels ivoiriens qui donc, ont émergé il y a une vingtaine d'années dans la lignée des cyberescrocs nigérians. Eh bien, ce sont les sources qui ont servi d'appât, j'ai mordu à l'appât, très clairement, car je travaille habituellement à partir d'écrits personnels, des journaux intimes, des correspondances épistolaires aussi, et que je suis donc particulièrement sensible aux narrations de soi, au pouvoir de l'écrit, à la dimension performative en fait, de l'écriture. Et c'est avec ce regard, avec cette sensibilité que j'ai considéré, avec une curiosité vraiment grandissante, les mails que je découvrais dans mes spams et des mails qui en plus m'annonçaient des dons tout à fait alléchants. Alors je voudrais vous présenter une des épistolières, une des nombreuses épistolières. Alors j'ai demandé à David, pour que ce soit un peu plus... je serve à quelque de chose. faire Marie, de genre, tu es Marie Duclou et tu te concentres. Voilà. Donc Marie qui m'a écrit il y a quelques années. Je fais la voix de... Non, tu ne fais pas la voix de Marie. À votre attention. Je tiens dans un premier temps à m'excuser pour cette intrusion dans votre vie, vu que nous ne nous connaissons pas, ça commence bien, et même si j'avoue que cela est très important pour moi. Je suis Marie Duclou, d'origine française, née le 13 juin 1967 à Auziel, à Toulouse. Je souffre d'un cancer de la gorge depuis maintenant plus de 2 ans et demi, et là malheureusement, mon médecin traitant vient de m'informer que je suis en pleine phase terminale, et que mes jours sont comptés du fait de mon état de santé assez dégradé. Je suis veuve et je n'ai pas la chance d'avoir des enfants, ni de proches, chose que je commence à regretter amèrement. La raison pour laquelle je vous contacte est que je souhaite faire don d'une grande partie de mes biens, vu que je n'ai personne qui pourrait en hériter. J'ai presque vendu toutes mes affaires, dont une compagnie de location de yachts de luxe, une sidérurgie et une usine de transformation d'or brut en raffiné en Afrique, où je vis depuis maintenant 25 ans. Une grosse partie de tous ces fonds récoltés a été versée auprès de différentes associations à caractère humanitaire, un peu partout dans le monde, mais surtout ici en Afrique. Pour ce qui est du reste de la somme, qui s'élève exactement à 1 318 520 €, sur un compte personnel bloqué. Mon dernier souhait serait de vous en faire don, afin que vous puissiez investir une partie dans votre secteur d'activité, et surtout dans l'humanitaire. Aider les personnes en difficulté. Je suis tout à fait consciente de ce que je compte faire, et je crois, malgré le fait que nous ne nous connaissons pas, vous saurez faire bon usage de cette somme. Je vous prie donc de bien vouloir accepter ce legs, sans toutefois ne rien vous demander en retour, si ce n'est de toujours penser à faire le bien autour de vous, chose que je n'ai pas su faire durant mon bon état de santé. Et pour ne pas que mes avoirs deviennent la propriété de ce gouvernement où je réside actuellement. Ceci dit, étant rassuré d'être tombé sur une personne responsable et surtout de bonne foi, je vous demanderai de bien vouloir me recontacter au plus vite afin de vous mettre en contact avec le notaire qui s'occupera de la procédure de cette donation et du transfert des fonds jusqu'à vous. Chaleureusement, Marie Duclou. Merci Marie. Donc pendant des années, j'ai reçu dans mes spams des dizaines de ces messages qui sont nommés des arnaques, des escroqueries à l'héritage ou des arnaques à la nigériane, du fait en fait de l'émergence de cette arnaque dans le Nigeria des années 70, où il était alors envoyé par fax. Donc j'ai localisé au mieux les expéditeurs, on pourra revenir sur la tambouille interne de l'enquête, et les spams provenaient majoritairement de Côte d'Ivoire, plus marginalement du Cameroun. Donc j'ai conservé ces spams avec le rêve un jour d'en faire des objets d'histoire, ne serait-ce que parce que je trouvais un peu irritant que ma messagerie électronique se permette de trier ce qui était digne ou non de mon intérêt. Et un beau matin, je me suis donc saisie de ce corpus d'une 50aine de mails. Sur quelques années, j'ai vraiment reçu pas mal de mails de ce type, que j'ai confronté à d'autres arnaques postées par des victimes ou par des internautes sur des sites de prévention de la cybercriminalité, et je me suis rendu compte que ces arnaques vraiment fonctionnaient sur le même modèle, donc des mails généralement écrits par des femmes, des Françaises, âgées, qui se mouraient d'un cancer incurable en Afrique, où elles avaient élu domicile et amassé une fortune vraiment considérable. Elles sont veuves, sans enfants, et ces femmes nous priaient d'accepter en fait l'entièreté de leur héritage, en contrepartie duquel on doit s'engager à faire
faire des œuvres charitables, des actions humanitaires à destination des populations africaines. Et sans doute avez-vous déjà reçu ce type de mail. L'arnaque consiste dans une fraude à l'avance de frais, puisque les épistolières demandent habituellement dans un second courriel de verser une somme pour le déblocage des fonds, pour le paiement du notaire, et une fois envoyé cette somme, vous n'entendrez plus jamais parler de Marie Duclou. Me lancer dans l'enquête a généré une forme de fébrilité, parce que je me déplaçais dans le temps présent, mais aussi vers une zone culturelle et géographique dont je n'étais pas spécialiste. Mais ça a surtout mis en lumière mes disciplines historiennes, c'est-à-dire les œillères que j'ai patiemment et inconsciemment cousues. Et l'écriture de ce livre a été, de manière très claire, quelque chose d'assez inconfortable. Puisque je suis d'une certaine manière entrée par effraction dans le temps présent et que je me suis souvent trouvée démunie puisque j'avais l'habitude de parler avec les mortes et que je m'étais arrangée avec elles. Le deal, en quelque sorte, c'était que je livrais au regard leur intimité, leur récit de soi, en contrepartie de leur entrée dans le récit historique qui invisibilise encore largement les femmes et leur point de vue. Dans le cas des brouteurs, c'était bien plus compliqué puisque je me suis posé la question de ma légitimité à écrire sur des vivants qui pouvaient tout à fait se dire eux-mêmes et qui d'ailleurs le font abondamment à travers les réseaux sociaux. Donc je me suis aussi interrogée sur les incidences des travaux en sciences humaines et sociales, sur l'existence même des individus enquêtés, qui plus est lorsqu'ils sont marginalisés ou qu'ils sont susceptibles d'être poursuivis. Et je me suis fixé l'objectif de prendre au sérieux ces cyberescrocs et de les appréhender sans préjugés, notamment moral, ni intention autre que finalement les écouter, de les saisir comme des acteurs sociaux à part entière. Et en définitive, pour moi, mener cette enquête, c'était répondre à l'interpellation. C'est comme ça que je l'ai vécu, parce qu'après tout, ils étaient entrés en relation avec moi, c'est-à-dire en relation épistolaire. Pour autant, ça a posé un certain nombre de soucis méthodologiques, et j'y reviendrai, mais il faut dire que c'était aussi quelque chose de tout à fait grisant de se saisir de ces courriels, qui sont aussi appelés des pourriels, c'est vraiment ces pourris, comme on les appelle donc parfois, de les prendre en fait au mot pour saisir donc des expériences sociales. J'ai essayé, dans la mesure du possible, de montrer tous les dilemmes méthodologiques et de ne jamais taire en fait mes hésitations en suivant en fait le cheminement de l'enquête. Et cet ouvrage décortique l'arnaque, puis ensuite s'intéresse à leurs auteurs, avec toujours ce questionnement autour de l'interpellation. Est-ce qu'il fallait y répondre? Mais pour moi, en tant qu'historienne, si je répondais à l'interpellation, c'est-à-dire si je répondais tout simplement, j'en venais à produire des sources. Donc il y a toujours cette tension entre l'envie d'en savoir plus et d'avoir leurs propres mots et cette difficulté méthodologique. Donc j'en viens au premier temps de l'arnaque, qui se centre donc sur l'étude d'un corpus d'arnaque à la nigériane, afin donc de saisir l'architecture générale et de mieux comprendre ce qu'elle soulève. Et je me suis donc attelée à la décortiquer, c'est-à-dire à saisir les mécanismes, les stratégies de persuasion à l'œuvre, mais aussi les modèles. Et là, j'étais tout à fait étonnée parce que le 18e est revenu assez rapidement, et dans le sens où il n'était pas si lointain, puisque j'ai retrouvé dans l'arnaque à la nigériane un procédé identique à celui des lettres de Jérusalem de la période révolutionnaire, donc fin du 18e, qui étaient envoyées à des sympathisants royalistes par des prisonniers qui se faisaient passer pour les domestiques de nobles émigrés, qui leur faisaient miroiter la possibilité de récupérer une partie de la fortune qui avait été cachée. Et c'est vraiment similaire dans le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un même ressort. Ce qui se ressemble en quelque sorte, c'est la fabrique de l'empathie. La fabrique de l'empathie est au cœur de l'arnaque et ça nécessite de saisir les codes sociaux des destinataires pour les amener à verser de l'argent. Et ça nous dit que finalement, ces arnaques se reconfigurent à travers les siècles, seul le motif change et que ça constitue de ce fait un formidable observatoire des sensibilités d'une époque. Alors, pour que l'arnaque fonctionne, il est indispensable de prendre l'ascendant, c'est-à-dire d'exercer une emprise psychologique sur le mougou, ou pigeon en bambara. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, ou manipulation psychologique. Donc l'histoire qui est racontée, elle doit nous toucher, nous, internautes du Nord, susciter notre adhésion et notre empathie, en mobilisant, là, le cancer, une maladie commune au Nord, mais l'arnaque doit aussi paraître vraisemblable. Et ici, le cadre choisi, c'est celui de l'Afrique de l'Ouest, où les cyberescrocs narrent les turpitudes d'expatriés installés dans les années généralement 80-90, majoritairement des femmes, ce qui n'a pas forcément de réalité socio-professionnelle, mais ça renvoie là à une stratégie de persuasion, puisque les femmes susciteraient davantage de compassion et de confiance.
Donc c'est le cadre qui a été choisi, et dans le récit de ces expatriés, on voit des fortunes amassées qui témoignent d'une forme de permanence des processus de désappropriation des populations locales, initiés par le fait colonial. Alors Marie Duclou mentionne l'or, mais on a aussi le bois, le cacao, le coton, la bauxite, qui sont autant de richesses naturelles extraites que l'arnaque va donner à voir. D'autres épistolières officient dans les métiers de l'international et leur connexion possible avec le monde politique, et même parfois dans la revente d'armes. Ce qui est important de souligner, c'est que finalement, les Français et les Françaises n'ignorent rien des profits de leur pays dans le commerce d'armement, des rapports étroits entretenus avec certains gouvernements africains, mais aussi des connexions politiques d'un certain nombre de fibres, comme Total ou Bolloré Africa Logistique, qui sont parfois directement cités. Et ce contexte, finalement, économique et politique, qualifié de néocolonial, constitue en définitive une sorte de cadre partagé à la fois par les internautes français et par les brouteurs, et c'est ce cadre qu'ils vont activer pour leurrer. Dans cette arnaque, les brouteurs avancent sous les traits vraisemblables d'une vieille femme, blanche, française et riche, en fait sous le masque inversé de leur propre situation sociale. Et après avoir construit ce personnage, les brouteurs doivent donner sens au don, c'est-à-dire amener le mougou à l'accepter. Et pour cela, ils mettent en scène ce que vous avez pu voir chez Marie Duclou, c'est-à-dire une forme de culpabilité qui se manifeste chez les épistolières à l'article de la mort. Et elles vont en fait articuler la problématique de la dette néocoloniale, et le don, alors chrétien ou humanitaire, ça dépend des autrices. Et les brouteurs vont donc imaginer des mourantes malmenées par leur conscience, mais toutefois absolument incapables de dépasser leur rapport de domination vis-à-vis des anciennes colonies, puisqu'il leur est impensable de léguer l'argent à l'État qui les a accueillis, au prétexte qu'ils seraient corrompus. Ça, on le retrouve quasiment tout le temps. Elles ne s'adressent pas non plus à des intermédiaires locaux, puisque l'arnaque se sert de la permanence d'un paternalisme occidental qui doute de la capacité des Africains et Africaines à s'auto-organiser durablement. Donc pour faire le bien, et là je cite toujours Marie Duclou, dans leur pays d'accueil, ces Françaises préfèrent faire appel à nous, donc leurs concitoyens et concitoyennes. Ce que je veux dire par là, c'est que les brouteurs mobilisent les préjugés, les représentations courantes sur l'Afrique, corruption, misère endémique, afin de créer un entre-soi occidental au sein de l'arnaque, et que la vraisemblance de cette situation, de ces personnages, découle finalement de leur appréhension intime, quotidienne, des rapports postcoloniaux, que ce soit dans un néocolonialisme donc plutôt extractiviste ou redistributif. Et ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est la capacité des brouteurs à détourner les rhétoriques, et notamment celles qui ont accompagné les politiques coloniales puis humanitaires, celles des missions, là aussi c'est un terme qui vient souvent, les missions des Occidentaux en Afrique, en revêtant ce que j'appelle dans le livre le masque blanc des expatriés. Alors masque blanc, c'est bien sûr un clin d'œil en quelque sorte à Frantz Fanon et à son ouvrage Peau noire, masque blanc, mais il ne s'agit plus du tout ici de subir l'imposition culturelle dénoncée par Fanon, mais de mobiliser les représentations occidentales sur l'Afrique de l'Ouest pour créer une connivence et donc émouvoir les victimes et les escroquer. Donc dans cette arnaque, les brouteurs retournent à leur profit ce qu'on appelle les logiques compassionnelles qui leur assignent un statut d'individu fragile, donc cible privilégiée de l'action humanitaire. Et finalement, s'ils peuvent souffrir de ces visions dépréciatives et de leurs conséquences, les escrocs mettent ici en œuvre une forme de réappropriation du discours sur soi. Parce qu'il se joue finalement de ce qu'on appelle l'invention occidentale de l'Afrique, c'est-à-dire sa fictionnalisation, pour reprendre les termes d'Achille Mbembe. Et par cette subversion des postures occidentales et la réappropriation des discours sur l'Afrique de l'Ouest, ils renégocient, dans l'espace-temps de l'intrigue, les relations postcoloniales. Et c'est ces premières intuitions, ces premières conclusions, ces premières dynamiques décelées sous l'arnaque, ou plutôt permises par l'arnaque, qui m'ont donné envie de poursuivre l'enquête afin de mieux comprendre finalement tous les enjeux de cette pratique cybercriminelle. Alors là aussi, je me suis longtemps interrogée sur le mode opératoire, parce que je me voyais assez mal aller à leur rencontre, à la manière d'une journaliste, voilà, avec mon petit micro, ou de mener des observations comme mes collègues anthropologues. Et finalement, j'ai choisi de faire ce que je savais faire, c'est-à-dire rechercher des traces de récits personnels et analyser les représentations de soi qui en émergent. Donc dans un second temps d'enquête, j'ai investi les réseaux sociaux pour tenter de saisir ce que les brouteurs y disent d'eux-mêmes. Donc j'ai mené un travail de repérage qui m'a permis de suivre pendant près d'1 an plusieurs
plusieurs brouteurs, une dizaine de brouteurs qui présentent des profils différents, afin donc d'étudier, d'appréhender à partir de leurs propres selfies, de leurs commentaires, ce que j'appelle leur narration de soi. Et plus particulièrement la construction du masque noir, cette fois-ci de brouteurs, c'est-à-dire leur masque socio-professionnel. Et d'une certaine manière, on peut dire que j'essaie de considérer ces réseaux sociaux, ces comptes, comme des sortes de journaux extimes, en lien avec le concept d'extimité, qui renvoie au désir de montrer une partie de son intimité, parce que ces comptes sont tous publics. Je n'ai pas fait un travail là aussi pour les leurrer et réussir à m'insérer dans les réseaux. J'ai été voir ce qu'ils donnaient à voir. Alors, cette méthode a aussi été assez déstabilisante, puisque jusqu'ici, j'étais habituée à entretenir avec mes sources une relation assez cloisonnée, assez maîtrisée. Donc, c'est-à-dire, on ouvre et on ferme les cartons d'archives, et que là, je me suis retrouvée assaillie à toute heure du jour et de la nuit par des notifications. Alors, en plus, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, donc là, en provenance de brouteurs. Alors, voilà, donc ils montrent au monde, alors, un tel sa nouvelle paire de baskets, l'autre son nouvel iPhone, qui pose devant une voiture, je doute que ce soit tout à fait la leur. Enfin bref, voilà, j'étais un peu submergée par tout ça. Et j'ai découvert, en défrichant un peu toutes ces informations, des jeunes escrocs au bara, c'est-à-dire au travail, qui érigent la cybercriminalité en véritable activité professionnelle, en se dépeignant sous les traits de businessmen tout à fait consciencieux, qui opèrent soit en solitaire, soit, et c'est plus généralement comme ça, en équipe, depuis les cybercafés d'Abidjan, parce que la plupart, en fait, n'ont pas de quoi se payer une connexion régulière et puis un ordinateur. Et ils utilisent Instagram et Facebook comme un outil de façonnement socio-professionnel, dans le sens où ils y travaillent un certain nombre de codes, ils s'y conforment, essayent de les négocier aussi, mais surtout pour manifester leur propre individualité au sein plutôt de ce groupe de brouteurs. Et j'ai donc étudié leurs commentaires, qui sont l'occasion de lancer des sortes de maximes qui en disent long de leurs appartenances sociales, mais aussi de leurs aspirations. Je vais vous en livrer quelques-unes. Alors, fuck à tous ceux qui se font des illusions que je n'ai pas ma place dans la vie, par exemple. Donc, c'est généralement accompagné d'une photographie. J'aurais pu vous montrer, enfin non, justement, j'aurais pas pu vous montrer les photographies parce que j'aurais dû tout flouter et ça n'aurait servi à pas grand-chose. Combattre même dans l'agonie, la rage de vaincre. Ne jamais appeler au secours à quiconque, portez vos couilles pour vous en sortir toujours seul, émoticône, tête de gorille. Au bout de la route se trouve la récompense, t'as intérêt à arriver le premier, une variante courez ou mourez. La vie c'est comme la boxe, il faut essayer de rester debout, encaisser les coups et apprendre à vivre avec des cicatrices, émoticône, gros biceps. Fuck les rageurs, le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute ton énergie pour lutter contre le passé, mais pour construire le futur. Émoticône gros biceps, point levé. Être riche est une obligation pour nous, ou encore la puissance appelle la puissance, et je finirai par je prie pour le sommet. Voilà, je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut retrouver sur les réseaux comme commentaires. Et finalement, ces comptes sont l'occasion de fabriquer un nouveau modèle de masculinité qui oscille entre les codes du banditisme et ceux de l'homme d'affaires, et tous deux sont nourris d'une rhétorique assez virile par laquelle ils vont signifier leur pouvoir ou plus précisément leur désir d'accéder au pouvoir. Alors ces narrations numériques disent beaucoup de choses, mais je voudrais poursuivre avec vous la réflexion que j'ai menée autour des rapports postcoloniaux que l'arnaque donne à voir. Alors j'ai déjà évoqué la mobilisation du néocolonialisme comme cadre, on va dire, socio-économique qui est énoncé dans l'arnaque, dans les mails, mais je me suis aussi interrogée, à force de les lire, de les suivre, sur la dimension possiblement décoloniale du broutage. Ce n'était pas une idée de départ, ou un postulat de départ. Alors par décolonial, j'entends le fait que le renversement des administrations coloniales en Afrique de l'Ouest, dès la fin des années 50, n'a pas totalement mis fin au rapport colonial qui se manifeste par le maintien d'un rapport de pouvoir politique, économique ou encore culturel sur les anciennes colonies. Donc il existe donc des discours et des pratiques décoloniales qui reviennent, par exemple, à questionner, à tenter de s'extirper de ces rapports asymétriques, à faire l'expérience d'une émancipation, de domination matérielle ou de domination tout simplement symbolique qui peuvent encore perdurer. Donc, je me suis intéressée, dans un premier temps, à la mise en œuvre de l'arnaque, c'est-à-dire à ses effets concrets, à ce qu'elle fait bouger dans sa pratique chez les brouteurs, en tant qu'expérience d'un exercice du pouvoir qui induit donc d'avoir un ascendant sur la victime.
Or, la victime n'est autre qu'un ou une ressortissante de l'ancien pays colonisateur, que les brouteurs s'estiment donc capables de leurrer. Tandis que, depuis les premières théorisations raciales de l'époque moderne, les rapports de domination se sont fondés sur une supposée supériorité intellectuelle des populations blanches, et des auteurs comme Aimé Césaire ou Frantz Fanon ont montré qu'un des leviers du long processus de désaliénation coloniale repose justement sur la déconstruction de ce sentiment d'infériorité qui a été inculqué pendant des siècles, donc qui laisse des traces, mais qui est aussi réasséné par les réminiscences des discours coloniaux, je vais appeler ça comme ça, tels que le fameux, tristement fameux, discours de Dakar prononcé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Alors, quand le brouteur, le milliardaire, ils ont des surnoms toujours assez clinquants, du haut de ses 17 ans écrit « On n'a pas besoin de faire une classe de lettres pour gruger un blanc », il signifie, à mon sens, sa rupture avec l'intériorisation d'une infériorité de l'homme africain, en même temps qu'il invalide, là très clairement, le cadre référentiel de la culture coloniale. Et je souligne que c'est par leur sagacité, par leur intelligence que les brouteurs détournent ces rhétoriques occidentales et qu'ils font la preuve de leur capacité à leurrer des Français et des Françaises en les prenant à leur propre piège de figuration. Autrement dit, l'arnaque est l'occasion de mettre à l'épreuve cette supériorité intellectuelle occidentale telle qu'elle a été théorisée. Et donc une escroquerie qui fonctionne devient le support de ce qu'on peut appeler un empouvoirment, qui est à la fois symbolique mais aussi matériel et qui constitue dans ce contexte tout à fait spécifique ce qu'on peut appeler une expérience décoloniale. Mais les brouteurs ne s'arrêtent pas là parce que pour s'assurer d'exercer un ascendant sur leurs victimes, c'est-à-dire pour consolider leur pouvoir d'emprise, ils vont mobiliser des ressources spirituelles et symboliques longtemps combattues par les autorités coloniales et qu'ils sont encore par les autorités religieuses aujourd'hui, notamment chrétiennes ou musulmanes. Je veux parler du vaudoun, donc de pratiques de sorcellerie que les brouteurs sont nombreux à exposer sur les réseaux sociaux. Alors, généralement, c'est un poulet qui est sacrifié, donc en échange d'un sacrifice, d'un poulet, les brouteurs vont réaliser un pacte avec une entité mystique, appelée un zamou, une sorte de fétiche, pour opérer un blindage, c'est-à-dire se prémunir d'éventuelles représailles de la part des victimes dont ils ne mésestiment pas les ressources, bien au contraire. Mais ils vont aussi recourir à la sorcellerie pour fortifier leur ascendant psychologique via ce qu'ils appellent des médicaments ou des gris-gris qu'ils vont par exemple poser sur l'ordinateur au moment des échanges avec les mougous, avec ces fameux pigeons. Et dans le milieu social des brouteurs, il ne fait d'ailleurs aucun doute qu'ils recourent massivement à la sorcellerie, tant il paraît impensable que de jeunes hommes noirs peu éduqués parviennent à leurrer des Français, qui plus est avec leur propre technologie et avec des milliers de kilomètres d'emprise. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent. Et sur les réseaux sociaux, l'évocation de ces usages est habituellement tue en Côte d'Ivoire. On ne parle pas, enfin on n'expose pas sa pratique de la sorcellerie. Et donc, si les brouteurs le font, c'est pour construire une image transgressive, établir leur renommée. Et on en trouve des traces dans un certain nombre de productions artistiques. Je pense notamment à la chanson « On fait zamou et puis quoi ?» donc on fait le fétiche, et puis quoi, qu'est-ce qu'on en a à faire du chanteur Rachidi Enfant l'Argent, là aussi ça ne s'invente pas, qui évoque avec beaucoup d'admiration le recours à la sorcellerie des deux plus grands maîtres brouteurs. Maîtres brouteurs, c'est vraiment qu'on a fait fortune là-dedans, ils sont assez peu nombreux. Donc les deux plus célèbres maîtres brouteurs ivoiriens, Président Extractor et commissaire 5500 qui est sorti de prison il y a peu, qui avait été condamné pour des faits de cybercriminalité. Donc en faisant du broutage une économie occulte, et là je reprends les anthropologues, les brouteurs revendiquent à la fois une maîtrise donc, des techniques de l'ingénierie sociale et un exercice de l'emprise qui s'enracine dans des conceptions mystiques précoloniales. Donc si dans l'arnaque à la nigériane, ils mobilisent et détournent les rhétoriques chrétiennes, sur les réseaux sociaux, ils font la promotion de leur propre régime de rationalité, ce qui colore là aussi leur pratique du banditisme d'une dimension décoloniale, dans le sens où ils valorisent le vaudoun comme une ressource indigène, si je peux me permettre, d'empouvoirment. Donc j'ai suggéré que le broutage, dans sa mise en œuvre, travaille les rapports de domination, en particulier symboliques, parce qu'il induit d'autres usages, d'autres normes, d'autres représentations que celles qui sont valorisées ou énoncées
par l'ordre colonial et qu'il participe de cette manière à sa déconstruction. Ce qui demeure difficile, c'est d'évaluer dans quelle mesure ces processus sont conscientisés et investis par l'ensemble des cyberescrocs. Et là-dessus, je n'ai pas de réponse. C'est mes collègues anthropologues qui pourraient poursuivre l'enquête. La deuxième piste était à vrai dire plus évidente parce que directement énoncée par une frange des brouteurs. Il s'agit du mobile du crime. Alors j'ai déjà souligné le fait que la cybercriminalité ivoirienne vise prioritairement la France pour des questions linguistiques évidentes, mais aussi parce que sa prééminence économique entretient le mirage d'une terre d'abondance où la misère n'existerait pas. Et dans la représentation des brouteurs, s'en prendre à ses internautes, c'est donc s'en prendre aux riches. C'est pourquoi certains d'entre eux n'hésitent pas, tu le disais David, à se qualifier de Robin des Bois 2.0. Et ils se rapprochent de cette manière des paysans hors la loi, donc ces bandits sociaux de l'époque moderne qui volaient aux riches et qui ont été étudiés par l'historien Eric Hobsbawm. Je vous dis quelques mots de ces bandits modernes. Donc ces bandits sociaux, donc situés plutôt en Europe et en Amérique latine, dans l'étude d'Hobsbawm, étaient généralement jeunes et pauvres. Ils agissaient en bande pour s'en prendre aux possédants. Ils ne s'attaquaient pas aux membres de leur groupe social, avec qui ils partageaient un certain nombre d'oppressions, et dont ils se faisaient parfois les justiciers, sans pour autant remettre en cause fondamentalement le modèle économique et politique. Et ils recevaient de leur pratique une certaine considération et un soutien, puisqu'ils n'étaient pas considérés à proprement parler comme des criminels. Et ils avaient aussi organisé une sorte de vaste système de redistribution qui garantissait l'adhésion de la plupart. Donc je me suis interrogée sur la pertinence de saisir cette cybercriminalité spécifique comme une forme de banditisme social. Alors il ne s'agissait pas de dépeindre les brouteurs comme des militants du nouvel ère en idéalisant ou en justifiant leurs pratiques, mais d'interroger leurs propres références, c'est-à-dire d'en mesurer les contours et puis les réalités. Alors l'enquête m'a convaincue que la dimension matérielle est bien au cœur du broutage. Sur leur page Facebook et Instagram, les brouteurs présentent clairement l'enrichissement comme le premier mobile de leur pratique cybercriminelle. Pour ces jeunes hommes, donc issus de milieux pauvres, qui font face au chômage massif, je le disais, la première nécessité, c'est celle de subvenir à leurs besoins, ceux de leur famille, pour sortir de leur statut de cadet social. Et même les maîtres brouteurs, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment réussi, eh bien, ils font souvent référence à leur ascension sociale, c'est-à-dire à leur milieu d'origine. Je cite par exemple Commissaire 5500. Je suis quitté de nulle part et aujourd'hui je suis partout, je suis fort parce que j'ai été faible. Et c'est des choses qu'on peut retrouver assez fréquemment. Alors ces jeunes hommes rêvent en grand. Il ne s'agit pas simplement d'avoir à manger, parce que leurs différents commentaires, notamment ceux que j'ai cités tout à l'heure, vont dans le sens d'une promotion de la prolifération des gains. Ils énoncent clairement un désir de puissance, de jouissance lié à l'argent qui passe par une consommation effrénée et la mobilisation d'un certain nombre de marqueurs de richesse. Et rien que leurs surnoms sont tout à fait évocateurs. Je vous ai parlé du milliardaire, président Extractor, Assoum CCFA, Zala Western Union, Papy Dollar, voilà, je pourrais en citer plein. Ça, c'est ceux qui sont connus, ce n'est pas ceux que j'ai enquêtés, je ne donne pas leur nom, enfin leur surnom. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que l'opposition qu'ils formulent entre riches et pauvres se fondent aussi dans leur discours sur un rapport nord-sud, métropole, ancienne colonie, et un brouteur notamment explique qu'ils volent aux blancs. Et certains inscrivent même explicitement leur pratique dans un contexte socio-historique plus large, puisqu'ils vont évoquer l'esclavage, par exemple, ou la colonisation, ou ses reconfigurations contemporaines. Je pense notamment à la suggestion qui avait été faite de tester le vaccin contre le Covid sur des populations africaines, qui a fait réagir un certain nombre de brouteurs assez rapidement sur les réseaux sociaux, notamment le président Extractor, qui a lui aussi eu la chance, vu que c'est un maître brouteur, il a accumulé un certain nombre de ressources, il a la chance de voyager fréquemment et sur les réseaux sociaux, il montre notamment son voyage sur l'île de Gorée, où là, il va être très sobre dans un certain nombre de selfies, c'est pas du tout son habitude, où il va donc se prendre en photo devant des statues commémoratives de l'esclavage, en valorisant donc tout ce qu'il a pu apprendre, notamment apprendre sur l'histoire de la traite. Donc on a une forme de mobilisation, en tout cas de présence de ce contexte socio-historique et parfois de mobilisation de ce contexte qui permet aux brouteurs d'investir le crime d'une dimension réparatrice en faisant
du broutage une sorte de match retour. Là aussi, je reprends les mots de l'un d'eux. Et donc, on voit que la trame historique vient ici tout simplement moraliser les méfaits, en même temps qu'elle sert aussi à encourager, à donner du sens. Alors, ce message, il passe mal au Nord, y compris auprès de victimes qui peinent à désindividualiser leur expérience malheureuse en s'imaginant partie prenante de relations nouées entre les deux continents au fil du siècle. Et du côté des brouteurs, le registre politique d'un banditisme social décolonial, on va appeler ça comme ça, qu'il soit sincère ou non, permet donc de se justifier, vous l'avez compris, c'est-à-dire de rendre socialement acceptables ces pratiques cybercriminelles. Et quelle que soit en fait leur motivation personnelle, le broutage est l'occasion pour eux de visibiliser une appropriation de richesse par un groupe subalterne qui a eu la particularité d'avoir été racisé, dépossédé, et c'est cela que certains brouteurs vont choisir de mettre en avant tout à fait explicitement. Et ce qui est intéressant pour cette frange de brouteurs, c'est que loin d'attendre une quelconque repentance, de demander finalement une réparation symbolique ou économique, ils opèrent, et ils le disent comme ça, une forme d'appropriation directe des richesses du Nord, de l'ancienne métropole. Et sur les réseaux sociaux, ils vont mettre en scène un nouveau positionnement au sein de l'ordre social mondial, en racontant l'histoire de jeunes hommes noirs en situation de pouvoir. C'est finalement l'antimodèle des Africains éternels aidés qu'ils mobilisent dans l'arnaque à la nigériane. Donc on est sans cesse dans ce jeu de masques en quelque sorte. Et ce discours donc va séduire une frange des jeunes Ivoiriens parce qu'il promeut aussi un modèle de masculinité attractif. Ce modèle de masculinité, on le voit de manière très claire, notamment sur les selfies, avec des règles très viriles autour du pouvoir, de l'extorsion. Et cette survirilisation, parfois, témoigne de nouvelles sensibilités, notamment de ce que Achille Mbembe a appelé une esthétique de la prédation et de l'accaparement, qui s'est développée dans les lendemains des 10 années de guerre civile et qui en dit long, bien sûr, de leur désir de s'émanciper de leur déclassement social. Donc, à grand renfort vraiment d'iPhone, de vêtements clinquants, généralement de la marque Jeune Riche, là aussi ça ne s'invente pas, et de billets de banque. Alors les billets de banque, ils vont être ventilés, étalés, mis en bouche, enfin il y a toute une scénographie, mais ils vont comme ça arroser leur compte Facebook ou Instagram de selfies victorieux qui sont là pour dire leur nouveau pouvoir. Alors, tout en mettant en avant le caractère non violent de leurs pratiques, et ils y tiennent visiblement beaucoup, le modèle de masculinité qu'ils élaborent sur les réseaux sociaux va reprendre l'image combative, je le disais un peu tout à l'heure, du self-made man, qui valorise la performance, la concurrence, et qui arbore aussi un certain mépris des faibles. Je veux dire par là qu'ils se conforment davantage aux normes capitalistes de l'enrichissement qu'ils ne défendent un idéal révolutionnaire, puisque leur désir d'advenir ne les mène pas à promouvoir une transformation radicale des structures économiques, qu'ils tentent plutôt de détourner à leur profit. Ce qui est d'ailleurs assez caractéristique des bandits sociaux étudiés par Hobsbawm. Je voudrais préciser tout de même que la notion de réparation que certains mettent en avant est toutefois effective, alors bien sûr toute proportion gardée, puisque les brouteurs opèrent une redistribution du magot, et c'est dans ce sens que la mobilisation de la figure de Robin des Bois est intéressante. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit de participer à l'économie domestique. Pour les plus doués, eh bien, on peut redistribuer au-delà du cercle familial, là où les maîtres brouteurs, donc qui sont moins nombreux, mais qui vont notamment parfois recourir à des équipes de jeunes brouteurs, de plus jeunes brouteurs, les maîtres brouteurs, eux, vont pouvoir réaliser des distributions plus larges, en s'adonnant par exemple au travaillement, qui consiste à arroser, vraiment comme ça, de billets de banque, les DJ, les chanteurs des maquis d'Abidjan, donc des discothèques d'Abidjan, donc toujours dans cette idée de signifier l'étendue de son pouvoir. Commissaire 5500 est passé vraiment maître dans l'art du travaillement. Vous pouvez taper commissaire 5500 YouTube, boucan ou travaillement, et vous le verrez inonder donc de liasses de billets les chanteurs de la métropole. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui revêt aussi sur les réseaux le masque du bandit au grand cœur, parce qu'on va le voir dans des redistributions moins bling-bling en quelque sorte, eh bien, soutenir les enfants des rues, des orphelinats en faisant des dons réguliers, en se mettant en scène en train de faire ses dons. Et il reçoit de cette manière le soutien de toute une frange de la population qui est très attentive à ces redistributions. C'est quelqu'un qui est suivi par plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc il est vraiment devenu une figure sociale à part entière.
Alors dans les faits, les brouteurs répondent donc à la pauvreté de leur milieu d'origine par une sorte de concentration locale de la dépense et de la redistribution qui est présentée donc par certains comme une sorte de levier contre une forme d'injustice sociale mondiale. Pour autant, peu d'entre eux parviennent à en tirer des ressources suffisantes et permanentes, hein, c'est le constat des anthropologues Yaya Koné et Boris Koning, pour finalement subvenir ne serait-ce qu'à leurs besoins. Et le broutage demeure une pratique finalement aussi marginale que précaire pour la plupart d'entre eux. Mais il fait couler beaucoup d'encre, et je dirais que, je reprends les termes d'Interpol, la culture de l'escroquerie en ligne qui se développerait en Afrique, de l'Ouest notamment, préoccupe certainement davantage par le fait qu'elle s'attaque à l'économie symbolique de la post-colonie que par ses impacts réels sur l'économie française. Alors, au terme de cette présentation, je voudrais rappeler mon intention de départ, qui était de saisir des expériences sociales en faisant feu de tout bois, c'est-à-dire aussi de mails frauduleux, de selfies, de commentaires sur les réseaux sociaux, dont la qualité, notamment littéraire, est rarement vantée. Et pourtant, il me semble que ces sources, ces objets d'histoire constituent de formidables observatoires, une sorte de caisse de résonance des enjeux sociaux, politiques, économiques qui se tissent de part et d'autre de la Méditerranée. Donc en saisissant les cyberescrocs comme des acteurs sociaux comme les autres, c'est-à-dire situés à l'intersection de différents rapports de pouvoir, il devient possible de souligner ce qui se joue derrière les narrations de soi et des autres qu'ils mettent en œuvre, tantôt donc sous le masque blanc d'une expatriée, tantôt sous le masque noir d'un brouteur. Donc en appréhendant le broutage comme une activité sociale faite de règles, d'énoncés, d'usages spécifiques, j'ai pu considérer la façon dont l'arnaque joue, modèle, déplace les rapports de pouvoir de manière plus ou moins conscientisée, plus ou moins assumée, plus ou moins revendiquée aussi en fonction des brouteurs. Et l'arnaque à la nigériane en particulier, parce qu'il y en a bien d'autres, donne à voir en fait de jeunes hommes se réapproprier le discours porté sur l'Afrique de l'Ouest et sa jeunesse, promouvoir des régimes de rationalité précoloniaux et déconstruire le sentiment d'infériorité intellectuelle des populations africaines par l'exercice de cette emprise sur l'ancien colonisateur ou supposé tel. Alors, sans que je m'y sois particulièrement attendue au début de l'enquête, certains vont donc plus loin, en rattachant explicitement cette expérience à une motivation, ou peut-être plus précisément à un contexte politique, en présentant la réappropriation frauduleuse, donc des richesses du Nord, comme une forme de régulation des asymétries socio-économiques mondiales. Et ils le font précisément en s'inscrivant dans la lignée de Robin des Bois, c'est-à-dire une figure occidentale majeure, faite de rêves de justice, de fantasmes, d'ambivalence aussi, et tout à fait caractéristique des bandits sociaux de toute époque confondue. Et je finirai en disant que le rôle des sciences humaines et sociales, et du moins c'est ce que j'ai voulu porter dans ce livre, est de demeurer attentive à ces dynamiques sociales, on va dire complexes, qu'il convient de regarder avec autant de lucidité que d'intérêt, parce qu'elles révèlent finalement des mises en récit singulières de contextes socio-historiques dans lesquels nous vivons et à partir desquels nous donnons sens à nos actes, mais aussi à nos interactions. Voilà, je m'arrête. Je ne sais pas si on a un micro HF ou bien... Parce que je sais qu'il y a des personnes à distance, il n'y a pas de micro HF. Donc les questions, peut-être posez-les... Je ne pense pas avoir assez de fil pour monter, vous rejoindre. Donc soit vous les posez très fort, soit vous descendez à la tribune, comme vous préférez.
Un DU. Voilà les ressorts sur lesquels il faut agir, s'il y a une espèce de réseau, parce que si c'est par des manifestations individuelles, c'est vraiment très 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 subtil et vraiment ça Est-ce qu'il y a une école des brouteurs? Est-ce qu'il y a une école des brouteurs? Non, je pense qu'effectivement c'est important parce que souvent on se moque en fait des victimes en disant ah ben ils sont tombés dans le bateau alors qu'en fait ils sont forts. C'est une vraie fabrique de l'empathie et ça mobilise vraiment un certain nombre de nos représentations. Est-ce qu'il y a une école? Oui, d'une certaine manière, parce que dans la plupart des cas, la pratique du broutage commence dans cet espace de sociabilité qu'est le cybercafé. Et là aussi, on voit parfois des images où il se passe on va dire des formules ou des choses comme ça d'un poste à l'autre. Et puis après, très clairement, j'ai fait l'étude des différentes arnaques et il y a des copier-coller. Et souvent des copier-coller assez mal faits, parce qu'il manque des mots, ou alors une fois, Marie Duclou devient un homme, par exemple. Parfois, c'est les mêmes noms. Donc, il y a vraiment cet apprentissage-là, qui est à la fois un apprentissage et puis aussi simplement se passer des modèles que certains vont affiner plus que d'autres. Des fois, on a l'impression que ça vient aussi de pays étrangers, notamment anglophones, et que c'est des mauvaises traductions. Donc, il y a des niveaux d'expertise dans le broutage, de manière très très claire. Mais il y a des circulations, ça c'est évident, des circulations très très fortes entre les brouteurs. Puis ils se présentent comme des professionnels un peu. Ah oui. Ils vont au bar, au cybercafé, au travail. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans certains milieux du trafic de drogue, dans certaines, en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple. Mais eux veulent vraiment, dans les discours, ils se démarquent très clairement des nouchis, par exemple, qui sont des jeunes hommes qui peuvent être plus violents, être pris dans des gangs, dans la drogue. Eux, c'est vraiment l'image de l'homme d'affaires. Okay. Yves. Moi, en historien du temps présent, j'avais une question sur la recette. Et c'est celle à laquelle tu viens de répondre. Où est la part d'ingéniosité, de créativité de chacun d'entre eux, etc. Une deuxième question sur le corpus. C'est-à-dire, très souvent, là, tu as dit certains, un tel, etc. Donc, est-ce que tout ce que tu as, cherché, démontré, etc., ça s'applique finalement à quel nombre? Et puis la troisième question, et tu l'as bornée toi-même, c'est celle de la conscientisation finalement. Alors tu as dit c'est les anthropologues qui vont s'en charger, ou qui pourraient s'en charger, mais tu as dû réfléchir à la question quand même. Oui, alors sur la question de la représentativité, moi j'ai fonctionné dans la création de mon corpus de brouteurs par différence. C'est-à-dire que j'ai essayé de favoriser la pluralité. Voilà, un panel des plus jeunes, des moins jeunes, certains qui sont très suivis sur les réseaux sociaux, d'autres pas du tout, une pratique avancée, parce que parfois j'avais 5-6 ans derrière de pratiques de réseaux sociaux. Enfin, j'ai vraiment été plutôt rechercher la pluralité, et en tout cas, mon ambition, c'était pas de quantifier les choses, mais de montrer une diversité de pratiques. La question de la quantification, elle était compliquée à divers titres, et notamment parce que dans un certain nombre de cas, je voyais des phrases, par exemple sur le match retour, etc., qui étaient reprises, qui étaient retweetées, ou des choses comme ça. Donc c'était pas toujours évident de savoir est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est appréhendé intimement. Mais ce qui paraît clair, c'est que les personnes qui formulent explicitement la question politique, à travers par exemple la mobilisation de la formule de Robin des Bois, à travers ces questions de match-retour, sont plutôt minoritaires parce que ce sont surtout les maîtres brouteurs. Mais c'est aussi ceux qui ont le plus la parole. Parce que j'ai aussi été voir du côté des interviews qui ont pu être données en Côte d'Ivoire ou aussi dans le journal Le Monde, par exemple. Et il y a ce biais-là,
en fait. Sur la conscientisation, je dis que c'est plutôt aux anthropologues parce que j'ai sans cesse, je les ai saoulés, hein, Yahya Koné et Boris Koenig, parce que sans cesse je leur disais bon, j'ai cette hypothèse, est-ce que c'est bon ou pas, parce qu'ils sont loin de moi quand même, les brouteurs, et je voulais tester mes hypothèses. Et on a essayé de discuter de tout ça. La difficulté, c'était concrètement comment tu mesures la conscientisation. Avec Boris Koenig, on a eu cette discussion-là. Bon, alors, cher Papy Dollar, est-ce que tu conscientises que là, ce que tu es en train de faire, c'est une expérience proprement décoloniale? Tu vois, c'était ça qui était aussi difficile, c'est dans quelle mesure ton analyse vient interférer dans sa propre présentation de sa pratique. Donc voilà, c'est un chantier que j'ai laissé ouvert, et j'ai préféré, quitte à ce que ce soit parfois un peu impressionniste, préciser que oui, c'était certain, ça n'était pas tout le monde, et que j'avais un certain nombre de questions auxquelles je n'avais pas répondu, parce qu'en fait, j'étais en difficulté méthodologique là-dessus. Quand même, quand tu lis le script de la lettre de Marie Duclou, Duclou, pardon, c'est pas Desclous justement, ça suppose un certain niveau de conscience des ressorts, quoi. Oui. Enfin, comment tu dis? Où tu appliques une recette. Oui. Et la question des sources orales, Oui. tu te l'es posée ou pas du tout? Alors, du côté des brouteurs, c'était évidemment plus compliqué, mais peut-être du côté des victimes aussi. C'est-à-dire comment... Ouais. Ou tu ne l'as pas du tout envisagé? Non, alors je me suis posé la question parce que j'aime bien voir de tous les côtés. Et en fait, je me suis retrouvée assez rapidement face à une difficulté qui était de trouver des victimes. Compliqué. En fait, les victimes, je les ai trouvées après la publication du livre, parce que généralement, il y a toujours quelqu'un qui vient me dire « oui, alors ma grand-mère ou mon oncle, etc. » Mais j'ai essayé de faire des recherches, et dans le livre, j'en parle un petit peu. J'ai trouvé quelques sources sur les victimes, de personnes qui vont témoigner de ce qui leur est arrivé. Mais en fait, il y en a très peu, parce que dans la plupart des cas, c'est la honte qui domine. En fait, les gens ont honte. Parce que justement, un des réflexes, ça va dire « ah, mais t'es complètement quiche. » alors que c'est bien sûr plus compliqué que ça. Et donc, il n'y a pas un exposé très important de la parole des victimes. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Et les seuls que j'ai vraiment pu retrouver, c'était notamment des victimes religieuses qui faisaient l'exposé de ces des turpitudes morales, parce que ça peut aussi vraiment heurter, et également parce que la conférence des évêques de France a publié un guide à destination des religieux qui semble être des victimes potentielles. Donc j'aurais pu aller voir un certain nombre de religieux, mais en fait la parole des victimes est très difficile à trouver. Et donc face à ces difficultés-là, et vu que j'étais partie dans un optique plutôt de concentration sur l'expérience des brouteurs, moi je me suis dit que d'autres le feraient, et tout en gardant en tête ce que ça pouvait faire aux victimes, bien sûr. Oui. Par rapport à la méthode, parce que vous avez évoqué une dizaine de brouteurs suivis pendant un an sur les réseaux sociaux, et vous avez fait, je ne me rends pas compte du volume non plus de tweets, de messages, vous avez tout pris, tout archivé, vous avez tout sélectionné au fur et à mesure, un petit peu ce qui vous paraissait intéressant. Non, c'est compliqué, hein. C'était une question qui avait été soulevée aussi par mon éditeur sur la question du référencement de ces sources-là. J'ai fait je pense, 1 millier de captures d'écran minimum. Ça doit être plus que ça. Pour avoir du matériel, pouvoir revenir dessus, pouvoir le dater, pour pouvoir documenter la chose si un jour on me dit non, là ton interprétation, on peut peut-être la faire bouger sur tel ou tel point. Donc j'ai archivé la chose. C'était plus compliqué pour les vidéos parce qu'on ne peut pas forcément extraire les vidéos. Après, ça devient aussi un peu gênant de filmer la vidéo. Enfin, parce que mine de rien, même si c'est eux qui laissent les comptes ouverts, on est quand même parfois dans vraiment l'intrusion d'une vie privée. Mais en tout cas, j'ai conservé tout ça. Ce qui n'est vraiment pas évident en termes d'archivage, mais ce qui pose la question plus large du foisonnement de récits intimes, privés ou plus publics qui seront perdus.
alors qu'on est tout content pour le 18e de trouver un tel qui a une parole. Et justement, quand j'ai discuté avec des collègues qui travaillaient sur l'histoire contemporaine de l'Afrique de l'Ouest, qui me disaient, mais c'est vrai que c'est des sources en fait, il faut qu'on les conserve, parce que c'est une façon de donner la parole dans 200, 300 ans peut-être à ces populations qui ne laisseront pas d'autres traces écrites, très certainement. Oui, Chadé. Alors, moi j'ai l'impression que, en fait, ils sont dedans, complètement. Après, ça dépend ce qu'on entend par politisation, mais pour moi, à travers l'arnaque, ils font une expérience politique, en fait, de manière très claire. Et ils donnent la preuve d'une maîtrise vraiment étendue des codes sociaux et de leur capacité à les subvertir. Donc pour moi, ça demande là, de ce point de vue-là, une conscientisation claire des rapports socio-économiques contemporains. Pour moi, ça part. En fait, l'arnaque part de leur propre expérience. Quand ils parlent des différentes richesses qui sont extraites, de ces pratiques humanitaires qui sont mine de rien infantilisantes, de cette incapacité du Nord à véritablement leur faire confiance, parce qu'il n'y a jamais d'intermédiaires locaux. On part de l'expérience. Et donc pour moi, c'est une expérience politique à proprement parler. Après, je me suis interrogée sur cette question de redistribution aussi, qui pour moi était une façon là d'œuvrer très, très clairement de faire cet acte politique-là. Et c'est très compliqué là aussi de juger, dans le sens où on pourrait dire « Ah, mais en fait, voilà, ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent, c'est s'acheter des iPhones, c'est tout claquer. » Et effectivement, il y a ça, mais il y a aussi un désespoir. Je ne suis pas venue là-dessus parce qu'on n'avait pas envie d'être désespérante. Il y a aussi un désespoir profond qui se lit dans leur témoignage, l'idée qu'il faut tout cramer parce qu'en fait, demain n'existe pas. Là, j'en cite un aussi. Donc, c'est compliqué en fait de dire ah, ils ne s'organisent pas politiquement pour vraiment une refonte d'une organisation sociale et économique, alors qu'au quotidien il y a un nombre inimaginable de difficultés pour aller à l'école, ensuite avoir un diplôme, ensuite accéder à un travail, etc. Et finalement l'urgence c'est ça, c'est en fait de manifester d'une certaine manière son désespoir, qui pour moi aussi est une forme de discours politique, mais qui ne se manifeste pas dans ce qu'on pourrait appeler, nous, une organisation politique à proprement parler, extrêmement structurée, avec un dessin d'inversion des rapports de pouvoir, etc. Mais en fait, il faut des fois avoir de l'argent pour pouvoir penser à ça. Et ce n'est pas toujours le cas. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... Ouais. Johan.
en fait, la cybercriminalité en Côte d'Ivoire commence dans les années 2000. Elle commence à être présente dans les radars, notamment d'Interpol, et cette panique autour de la culture de l'escroquerie en ligne se développe vraiment dans les années 2010, avec une pression de plus en plus forte sur les États d'Afrique de l'Ouest, et notamment sur la Côte d'Ivoire, pour réguler cette cybercriminalité. Dans ce que j'ai pu comprendre, l'État ivoirien, lui, n'a pas forcément trop intérêt à trop punir la cybercriminalité parce qu'il s'agit de ressources pour la plupart des brouteurs. Pour autant, il faut que la Côte d'Ivoire donne des gages. Il y a aussi un effet de... disons que si la Côte d'Ivoire est vraiment identifiée comme un pays où la cybercriminalité est florissante, il y a des risques économiques que toutes les adresses en CI soient ensuite cataloguées dans les spams, mais aussi des adresses commerciales. Donc il y a cet enjeu-là pour l'État ivoirien. Il y a une pression française très très forte, il y a une collaboration qui est mise en œuvre entre les services français, voire internationaux, et la Côte d'Ivoire, qui sont mis en scène régulièrement dans un certain nombre de documentaires. Et donc, depuis les années 2013, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui a une page Facebook, qui régulièrement publie des photos de brouteurs. Donc, c'est une mise en scène assez étonnante, avec donc leur visage barré et puis leurs méfaits. Donc il y a cette volonté de montrer qu'il y a une lutte contre la cybercriminalité. Dans les faits, l'impunité est encore massive, tout simplement parce que l'État ivoirien n'a pas encore le contrôle sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pas comme ici où on est très identifié avec l'adresse IP, etc. Et de toute façon, il passe par des cybercafés et il passe par des systèmes de téléphonie qui ne permettent pas de les identifier. Et commissaire 5500, il était en prison parce que vraiment, voilà, il en avait trop fait. Mais c'est le seul, quoi. Autre question. Oui. Moi, c'est une question, mais qui est peut-être un peu qui est moins sérieuse. Je sais, est-ce que tu as vu Mosinor? Je ne sais pas si tu connais Mosinor, mais il faisait à un moment des sketchs vidéo sur Internet, et ils en ont fait un sur le Mougou, justement. C'était une dizaine d'années, je pense, où il se fait. Alors en fait, il répond au Mougou, mais en se faisant passer pour Robert Doisneau, en mettant une photo d'un vieil acteur français, et en fait, il va jusqu'à dire au Mougou qu'il va l'attendre à l'aéroport parce qu'il vient avec 15 000 euros de cash voir son fils, quoi, parce qu'ils vont dans une relation de père-fils par message. Est-ce que la solution, ce serait pas de perdre un peu de temps et de eux-mêmes les spammer et de rentrer dans des discussions totalement... Alors, il y a un certain nombre de personnes qui font ça, et aussi des chasseurs de brouteurs. C'était pas ma perspective, mais je regarderai Mosinor, M-O-S-I-N-O-R. Ça marche, je regarderai ça. Comment ils peuvent vivre, me permettre, est-ce que tu sais comment ils vivent ça? Parce que j'imagine que sur la tas de mails envoyés à quelques-uns pour avoir, la majorité d'entre nous, personne ne répond. Il y en a qui doivent leur rentrer dedans, les insulter ou les moquer. Et ils se plaignent pour ça, ça ne doit pas être public. Parce que j'imagine tous les jours, ils sont insultés, ces gens-là. Oui, mais ça, bon, c'est le métier, j'imagine. Je pense que c'est le métier. Enfin, on ne peut pas essayer d'arnaquer quelqu'un et puis... c'est quand même un peu... Oui. Tu dis que c'est un milieu moins violent que d'autres milieux délinquants. Ah ben, alors, ils ne font pas l'usage de la violence. Après, on pourrait dire qu'il y a une forme de violence symbolique qui est exercée de manière très claire. Mais eux se différencient très clairement, notamment des Nouchis. D'accord. Moi, j'avais une question sur la jeunesse. Parce que tu interroges beaucoup de catégories, évidemment, le genre, la race, la classe, etc. Et tu dis souvent qu'ils sont jeunes. Et est-ce que c'est une catégorie que tu as essayé d'utiliser dans ton analyse? Est-ce que, par exemple, le broutage, c'est une activité
qui relèverait de la culture juvénile et qu'on abandonnerait à un moment donné? Ou est-ce qu'on peut aussi dire que le broutage est une forme de tolérance ou de rôle social dévolu à la jeunesse pour effectuer ce genre de tâches? Alors jeunesse masculine, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est un enjeu de critère, être jeune? Oui, parce que, et là je m'appuie sur les travaux de Boris Koenig, ils sont jeunes parce que ce sont des personnes qui n'ont pas encore atteint le statut social d'adulte. Donc en fait, c'est un levier pour justement sortir de ce statut de cadet social. Alors après, la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément les mêmes bornes. Mais ce que Boris Koenig a vu, c'est qu'autour de 25-30 ans, même s'ils n'ont pas fait fortune là-dedans, ils ne persévèrent pas. Enfin, fortune, il y en a très peu qui font fortune. Ils ne persévèrent pas, ils vont chercher, de toute façon, ils sont nombreux à faire d'autres types de métiers à côté. Donc c'est intrinsèquement lié à la jeunesse dans le sens où c'est pensé comme un levier pour essayer d'accéder à ce statut social d'adulte de manière très très claire. Et c'est théorisé comme ça par Boris Koenig comme la volonté d'un changement générationnel. Et il y a aussi toute une opposition avec la génération précédente qui elle est restée dans une relative pauvreté et eux justement montrent un nouveau modèle de réussite masculine à un âge qui n'est pas celui de 30 ou 40 ans, parce que certains, comme le milliardaire, il a 17 ans, et il a déjà un certain nombre, enfin il a 2-3 salles de jeux vidéo, une BM. Bon, là aussi, ils ne sont pas tous comme ça. Ouais. Mais tu vois, c'est une façon de jouer avec l'ancienne génération et d'essayer de sortir de ce statut-là. Et est-ce qu'il y a un rôle dévolu à la jeunesse qui serait de réparer ou de réguler la société? Enfin, tu vois, tu citais Hobsbawm et puis on pourrait en citer d'autres. Un rôle dévolu à la jeunesse sous l'Ancien Régime, c'est aussi celui-ci parfois d'assurer un certain nombre d'équilibres dans la société. Les bandits d'Hobsbawm sont jeunes et on leur donne ce droit-là parce que c'est une fonction dévolue à la jeunesse que d'essayer de répartir un petit peu la richesse, en tout cas réparer les torts, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est présent de la part des adultes en Côte d'Ivoire à l'égard des jeunes, en disant ils sont dans leur rôle quelque part en faisant ça? Oui, d'une certaine manière, dans la permissivité et dans le fait de considérer que c'est une étape, en fait. Okay. Oui, c'est aussi une façon d'accepter, au-delà de la moralisation, c'est que c'est considéré comme une étape, plutôt réalisée par les jeunes hommes. Mais je crois que là, il faut comparer avec d'autres pays, et notamment au Nigeria, c'est pas du tout pareil, parce que les brouteurs en Côte d'Ivoire ont été formés par des vieux pères, on les appelle comme ça, par des cyberescrocs nigérians. Et visiblement, au Nigeria, il n'y a pas cet effet de génération. Donc, je pense que il faut arriver à faire vraiment une étude plus contextualisée sur différents pays. Parce que l'accès à Internet, il a été ouvert pour tout le monde, et c'est pas. Je suis pas sûre qu'on puisse dire, comme en France, les plus jeunes ont plus accès aux réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, en fait, c'était très compliqué d'avoir accès à Internet, et mine de rien, c'était plutôt les personnes qui avaient déjà un petit peu de moyens qui pouvaient le faire, et donc pas forcément les plus jeunes. Donc je crois pas que ce soit forcément la bonne lecture. Le digital native, ça marche pas. Il y a d'autres questions, commentaires? Non. Eh ben, on va clore et te remercier beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci à toi, c'était passionnant. Merci beaucoup.